Bonjour mesdames, messieurs, j'ai l'honneur donc d'ouvrir cette conférence, de mettre la table comme l'a dit François. Donc j'ai choisi donc de vous parler et de vous présenter l'état des lieux des ressources en eau en Aquitaine. Alors voilà, tout d'abord un petit rappel quand même. Pour vous situer, on va s'intéresser pendant ces 2 jours à l'eau douce. Alors effectivement, quand on fait un bilan volumique à l'échelle de notre planète, on joue sur 3% du volume présent. Et c'est ce volume-là qu'il va falloir utiliser à bon escient. Pour rappeler quelques ordres de grandeur aussi, si on prend ces 3%, à peu près 70% viennent des calottes glaciaires, des glaciers, et 30%, 31% viennent des eaux souterraines. Tout ça, c'est difficilement quantifiable. Ce qu'on connaît bien, c'est l'eau de surface. Et si on regarde en proportion, l'eau de surface en termes de disponibilité, ce n'est que 0,3%. Alors vous, effectivement, ici au Québec et au Canada, vous êtes particulièrement bien dotés en eau de surface. Ça, c'est un fait accompli. Quoique, en venant depuis Montréal, on a peu constaté que le niveau des rivières est actuellement relativement bas. Donc la dotation existe, certes, mais elle peut varier. Donc ça, c'est pour recadrer. Nous, en Aquitaine, vous allez voir qu'on est relativement bien lotis aussi, mais de manière différente. Ça, c'est le cadre général de nos 2 communautés, de nos 2 pays. Si on fait cette carte indique la disponibilité totale par habitant, en mètres cubes par habitant et par an, en eau potable, en eau douce. Préférons dire eau douce. Vous voyez que le Québec est parmi les mieux dotés au monde. Les ressources en eau de surface, au moins dans le Québec, sont énormes. C'est vrai que vous êtes au-delà de 50 000 mètres cubes par habitant et par an en disponibilité brute. En France, si on fait ce même bilan, on est un peu moins bien doté. On est entre 1 700 et 5 000 mètres cubes par habitant et par an. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. C'est vrai qu'aussi, on est un petit peu plus nombreux que vous sur ce petit timbre-poste que représente la France. Donc du coup, on a une potentialité inférieure. Toujours est-il qu'on ne fait pas partie des pays les moins bien dotés. Si on regarde maintenant où se trouve cette eau, c'est assez simple. En marron, ce sont les pays qui ont, plus c'est foncé bien sûr, plus il y a d'eau, les pays qui ont des disponibilités soit en surface, soit dans les aquifères, on va dire donc dans les nappes de surface. Et plus on est vers le bleu, plus on est cette fois-ci dans des systèmes où on a non pas une disponibilité en eau de surface, mais une disponibilité en eau profonde. Et vous voyez que ce n'est pas très visible parce que l'échelle de la France est toute petite, mais il y a 2 points bleus en France, il y a le bassin parisien et le bassin aquitain. Et c'est là qu'une des spécificités de l'Aquitaine, c'est là où je vais vous amener, se fait jour. Alors l'Aquitaine, c'est quoi? Déjà, l'Aquitaine, j'ai la charge de la présenter, donc 7,6% de la surface métropolitaine, 5,2% de la population, plus de 40% de l'Aquitaine est boisée, d'où un secteur là aussi qui nous rapproche. On a énormément de bois et forêts, même si elles sont peut-être moins naturelles, sont plutôt exploitées de manière et plantées. L'agriculture a une part importante ça représente à peu près 10% de l'agriculture nationale, avec 2 filières, on va dire, d'excellence. On ne va pas s'étendre, le viniviticole, première région française dans ce domaine-là, et la filière gras, également, première région française dans ce domaine. Quand vous viendrez en Aquitaine, j'espère vous recevoir, on pourra tester ces 2 filières, le vin et le gras. C'est toujours plaisant. En termes de population, alors, on subit en Aquitaine un attrait depuis quelques années qui nous démarque du reste du territoire national. Ce qu'il faut retenir, vous voyez, c'est qu'on est à plus 11% en termes d'augmentation de population. Donc tout ça, ça veut dire que si on regarde l'évolution pour tout le pays, c'est plus 7%. Donc ça veut dire qu'on attire plus de monde. Si on attire plus de monde en termes de potentialité des ressources, il va falloir mieux gérer ou il va falloir utiliser ces ressources de manière intelligente parce que plus de monde on va dire, à qui il faut procurer ce que l'on a. Et là, c'est l'eau. Alors, l'Aquitaine, on ne peut pas la dissocier vraiment d'un grand bassin qu'on appelle un bassin versant hydrographique. Et celui qui nous intéresse, nous, c'est celui-là. On l'appelle ici le bassin Adour-Garonne, bien qu'on aurait dû l'appeler au sens strict Charente, Dordogne, Garonne, Adour. Mais bon, c'était trop long. Alors, on va faire Adour-Garonne.
Ici, vous avez ce que mon ami François travaille beaucoup dessus, c'est les bassins versants. C'est-à-dire que c'est la vision depuis la surface de l'ensemble du bassin, au sens strict du terme. C'est-à-dire que toutes les précipitations qui ont lieu sur ce territoire se retrouvent à plus ou moins long terme à l'océan. D'accord ? Ça, retenez que c'est un système ouvert vers l'océan, c'est-à-dire que ce soit en surface, tel que c'est présenté ici, ou que ce soit en souterrain, tel que je vais vous le présenter après, toutes les eaux qui tombent sur ce bassin-là finissent à l'océan. D'où, tant que c'est une eau douce, on peut l'exploiter. Dès l'instant où ça sera une eau salée, ça sera perdu pour l'exploitation. De production d'eau potable, bien sûr, ou autre d'irrigation. Alors ça, c'est la vision de surface. On va se recentrer un tout petit peu sur l'Aquitaine. Et en Aquitaine, ce qu'il va falloir compter, c'est ça. Ça, c'est la carte géologique. Autrement dit, c'est la vision de ce qu'il y a sous nos pieds. Et sous nos pieds, à part les couleurs qui peuvent être, on va dire, un peu flashy, mais jolies, relativement jolies, vous avez en rouge et vert ce qu'on appelle le cristallin. Vous êtes des spécialistes du cristallin, je ne vous apprendrai pas, vous en avez vraiment beaucoup, beaucoup plus que nous. Par contre, après, dans les couleurs du bleu, vert, jaune, orangé et un peu grisé, ça, ce sont des terrains dits sédimentaires. Autrement dit, ce sont des terrains qui se sont déposés dans un environnement océanique ou au moins sous une lame d'eau, parfois douce, parfois salée, peu importe. On n'est pas là pour faire de la géologie pure, mais sachez que ça veut dire que tout ça était sous l'eau à différentes époques. Et ça a déposé, et ça a déposé beaucoup. C'est-à-dire que par certains endroits du bassin, je vais vous les montrer, on a plus de 10 000 mètres de sédiments accumulés. Autrement dit, si par chance ces sédiments laissent rentrer l'eau, ça veut dire qu'on peut trouver des stocks d'eau jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. D'accord ? Donc on va s'attacher, je vais essayer de vous présenter ça, mais non pas depuis la surface, mais depuis le souterrain. Pour vous expliquer également la spécificité de l'Aquitaine, là je vais prendre mon pointeur, j'ai sorti d'un système qu'on appelle le SIE, qui est au niveau de l'agence de l'eau, qui permet de comptabiliser l'ensemble des volumes prélevés en Aquitaine. Vous voyez qu'il y a 3 grandes parties. Il y a l'eau potable, l'eau industrielle, l'eau d'irrigation, et ici, vous avez les bilans globaux. Ça, ce sont les catégories. Et de l'autre côté, vous avez ici les retenues, autrement dit barrages et retenues collinaires. Ici, la ressource eau de surface, d'accord, les cours d'eau, tout simplement. Et puis, vous avez ça qui n'existe quasiment qu'en Aquitaine. Ça, la nappe phréatique, autrement dit, c'est la nappe la plus proche de la surface. Ça, vous êtes bien doté aussi, il n'y a pas de problème. Ce qui va nous intéresser ici, il devrait y avoir des S, parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont les nappes captives. Et regardez ce qui se passe. En fait, effectivement, il y a un chiffre qui saute aux yeux ici. On a un chiffre énorme, 4 milliards de mètres cubes prélevés dans le milieu naturel, en eau de surface. On peut se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe là ? En fait, ce chiffre-là est dû au refroidissement des centrales thermonucléaires. Donc en fait, c'est un volume prélevé qui est compté, mais qui est ensuite rejeté simplement avec un delta de température positif dans l'estuaire. D'accord ? Donc en fait, il n'y a pas une véritable consommation, c'est-à-dire on ne prend pas de l'eau à un milieu et on le rejette dans un autre milieu après traitement. Là, c'est que du refroidissement. Quand on fait abstraction de ces chiffres-là, si on fait le détail, ici, on est à plus de 500 millions de mètres cubes par an. Et là, vous voyez, ça date de 2010, ce sont les derniers chiffres actualisés. De l'autre côté, il faudra enlever ici 4,8 millions. On a une part qui est moindre. Et quand on fait le bilan, je me suis permis de le faire, en termes de volume, bien sûr, abstraction de l'aspect refroidissement, en Aquitaine, 60% des eaux proviennent des eaux souterraines. Et donc 40 des eaux de surface. En fait, c'est 65-35. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est le contraire. La moyenne nationale, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, c'est 65% des eaux en provenance des eaux de surface et 35% pour les eaux souterraines. Donc vous voyez que l'Aquitaine est une terre d'eau, c'est vrai, mais une terre d'eau essentiellement souterraine. Et pour l'eau potable, c'est encore pire, on accentue, c'est plus de 65% pour l'eau souterraine et uniquement 35% pour les eaux de surface. Si on fait un zoom et si on s'intéressait uniquement à la région, c'est encore plus critique. Le département de la Gironde n'a qu'un seul prélèvement en eau de surface.
et encore dans un lac, pas dans un cours d'eau. Tous les autres prélèvements, à hauteur d'un millier de points à peu près, se font en eau souterraine. Vous voyez l'importance stratégique de cette ressource-là. Et donc, en fait, on va dire, pas la dépendance, mais l'intérêt que l'on porte à notre domaine. Alors, voici une vue satellite de l'Aquitaine, avec en perspective, vous avez bien sûr le trait de côte ici, et ici en bleu, sa limite. Ici, vous avez la chaîne des Pyrénées, avec ici les sommets enneigés, et ici le Pays Basque. Pourquoi cette vision-là? Parce que ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, soit d'avion, soit en imagerie de surface. Si on la regarde en bloc diagramme cette fois-ci, on a quelques spécificités. Vous reconnaissez, je suis désolé pour l'orientation, je n'ai pas trouvé une orientation conforme avec ce que j'avais avant, donc on va faire comme ça. Vous avez ici la chaîne des Pyrénées, les grands cours d'eau qui descendent des Pyrénées, ici le réseau de la Garonne, ici le réseau de la Dordogne, l'estuaire, ici les lacs médocains et landais, le bassin d'Arcachon. Ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que on appelle ça le talus continental. Autrement dit, c'est là où l'érosion, la sédimentation, ce que je vous ai montré, là, les couches, s'arrêtent brutalement, comme coupées, d'accord, par l'océan. Et ça, c'est ce qu'on voit encore de dessus. Si on passe en dessous, voilà ce qu'on a. Les couleurs de surface reprennent ce que je vous ai présenté tout à l'heure. En surface, c'est la carte géologique. Mais dessous, vous voyez que, et là, on a une échelle qui fait 10 000 mètres de profondeur. Dessous, c'est absolument pas tabulaire. Ça peut être considéré comme tabulaire ici, là, à peu près comme ça. Mais là, ici, là, on a des approfondissements qui sont énormes, avec des épaisseurs de terrain sédimentaire très, très importants. Alors, 7000 mètres reconnus, on estime à 10 000 mètres par géophysique, mais au moins les forages les plus profonds sont allés jusqu'à 7000 mètres. Donc, on trouvait des terrains sédimentaires. On a plusieurs couches réservoirs, on en a 7 même. 7 identifiés. On a des eaux souterraines très douces, même à grande profondeur. Sous Bordeaux, par exemple, on a de l'eau douce jusqu'à, et ça c'est prouvé, jusqu'à 1250 mètres de profond. Alors bien sûr, si on approfondit, si on descend, l'eau est douce, certes, mais elle est chaude. Et si elle est chaude et douce, on a un usage privilégié qu'on peut mettre en valeur, c'est la géothermie. Il y a actuellement des gros programmes de travaux de recherche pour essayer de développer ce potentiel. L'idée étant d'aller voir plus bas, si l'eau était peut-être plus chaude, on pourrait gagner d'énergie. Du coup, on a quand même une configuration qui fait qu'on a un incroyable potentiel, d'accord, tant en stock qu'en réserve. Et du coup, l'idée, c'est de vous le présenter. Si on fait un modèle 3D des couches qui nous intéressent, parce qu'en fait, sur l'épaisseur que je vous ai montré tout à l'heure, toutes les couches ne nous intéressent pas. Parce que toutes n'ont pas les bonnes propriétés avec lesquelles on peut prendre de l'eau. Il y a de l'eau, mais on ne peut pas la sortir, ou on peut la sortir avec trop d'énergie, ce n'est pas rentable. C'est exactement la même notion que pour une exploitation d'un réservoir pétrolier. Là, on fait appel à ce qu'on appelle les aquifères, et vous voyez l'empilement, alors vous voyez que les couches sont disjointes. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher l'eau ici, ou là, mais pas entre les deux. Donc ça, c'est un peu la difficulté, parce que, vous en conviendrez, c'est du souterrain. On est parfois à plusieurs centaines de mètres de profondeur. On fait des puits, on essaye de faire des forages du mieux qu'on peut, mais parfois il arrive qu'on rate notre cible parce qu'on a une connaissance à un endroit, mais à quelques centaines de mètres de là ou à quelques kilomètres de là, la géologie fait qu'il peut y avoir une surprise. Du coup, c'est un peu le rôle, on va dire, des conseils en hydrogéologie, c'est de trouver où, quasiment à coup sûr, aller trouver ces ressources et les exploiter ensuite du mieux possible. Donc ça, c'est pour la partie. Ce bloc diagramme-là, c'est un modèle numérique. Il ne concerne en fait que la partie ici. Je ne vous montre pas la partie sud, qui est encore plus compliquée. Alors, ça a fait un petit peu catalogue, mais je vais vous présenter ce qu'on a de quasiment certain en termes de ressources. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les couches, une par une, jusqu'à descendre en profondeur. Vous avez donc systématiquement, en bleu sur la carte, on va dire l'extension de l'aquifère qui nous intéresse, le bloc diagramme qui correspond aux conditions paléogéographiques qui régnaient quand cette couche s'est déposée, c'est-à-dire que là, l'aquifère du plus haut quaternaire, c'est l'aquifère qu'on a sous nos pieds en Aquitaine, hein, c'est le sable des Landes, pour ceux qui sont dans les Landes, ou dans le sud Aquitaine. L'eau est à 3 mètres de profondeur, il suffit de faire un trou et vous avez l'eau tout de suite, un peu l'équivalent que vous pouvez connaître ici.
Sauf qu'il y a 3 millions d'années, en fait, vous voyez la configuration du plateau aquitaine était comme ça, on était baigné par un joli golfe, et en fait, le sable qui s'est déposé ici, là, dans ce triangle, il était apporté, tout ça, comme ça, par ces cours d'eau, en fait. Bon, là, on n'est pas très vieux, on est à 3 millions d'années. Ça, c'est l'aquifère utilisé par Monsieur Tout-le-Monde, par les jardins. On n'a même pas de comptage du volume prélevé dans ce système-là. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de puits, et c'est pas obligatoire de déclarer le comptage. Donc là, c'est l'inconnu. Si on descend un peu plus, on a l'aquifère du Miocène. Vous voyez que là, l'âge des terrains commence à devenir un peu intéressant, 19 millions d'années. Vous voyez que l'Aquitaine était là, cette fois-ci, et baignée un peu plus. On était plus profond sous l'eau. Ce n'est pas du sable cette fois-ci, c'est du calcaire, un calcaire relativement friable. Mais l'eau, donc, elle est stockée dans ces roches-là. Et vous voyez l'extension du dépôt actuel. Là, par contre, vous voyez qu'on a à peu près 2000 ouvrages référencés, c'est-à-dire 2000 puits et forages qui exploitent cette ressource. Vous allez voir que les chiffres sont assez intéressants. Et les usages, c'est intéressant, quasiment, essentiellement l'agriculture. 66% d'usages réservés à l'usage agricole, 20% pour l'eau potable et 13% pour l'industrie. On va continuer à descendre. L'Oligocène, 30 millions d'années, se développe essentiellement ici. Vous voyez que là, le golfe a changé. Il y avait des petites îles ici. Ces petites îles, on les connaît très bien. C'est ici, là. Vous voyez, ici, il y avait des îles, donc il n'y a pas eu de terrain. Alors là, l'usage est vraiment, vraiment très important. 67% dédié à l'eau potable. On a inversé. Et on est plus profond, la nappe est plus protégée, de meilleure qualité. Donc, l'usage préférentiel sera l'eau potable. Inversion des tendances. 27% pour l'industrie. Pourquoi? Parce que besoin d'eau de qualité, stable, et très peu d'agriculture. Si on continue, là, on a l'aquifère de référence dans le bassin aquitain, aquifère qui englobe à la fois la partie nord et la partie sud, avec des différences, certes, mais enfin, très, très important, stratégiquement important pour la région de Bordeaux. Vous voyez que l'usage eau potable, donc l'usage dit noble, 83%, la quasi-totalité de la cube et donc des ressources pour le département de la Gironde sont essentiellement sur l'Éocène et sur l'Oligocène. Là, on a à peu près 1000 ouvrages référencés. Vous voyez que l'agriculture, la participation, l'usage agricole pour ces ressources-là tente à diminuer, tout simplement parce qu'il y a une volonté de préserver ces ressources pour l'usage premier, eau potable. D'accord? C'est une volonté, c'est un échange. On laisse accès à la ressource superficielle ou de surface pour l'usage agricole, pour protéger la ressource profonde à des fins stratégiques d'eau potable. On va accélérer parce qu'il y en a encore deux autres. On est chanceux, on a le Crétacé. Là, le terrain est très vieux et là, on est très profond. Là, on est au-delà de... vous voyez que 90 à 80 puits qui intéressent ce système-là. On avait un golfe qui était complètement baigné. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez remarqué qu'entre-temps, là, entre l'Éocène et le Crétacé, ici, les Pyrénées n'existent pas. Elles sont sorties pendant ces quelques millions d'années qu'on vient de sauter en un clin d'œil. Il y a quand même eu les Pyrénées qui sont sorties de terre. Ici, c'est très important, on est quand même à 1200 mètres de profond. Et là, la ressource, parfois, il faut aller la chercher. L'eau potable, bien sûr, l'agriculture, dans la partie sud, parce qu'il y a certains endroits où la partie sud, cet aquifère remonte. Du coup, l'agriculture peut utiliser l'industrie, la géothermie, et puis aussi, en Aquitaine, c'est important, le thermalisme. Les eaux chaudes qui émergent, notamment à Dax, ici, là, dans ces pointements-là, en fait, ce sont des eaux qui viennent de cet aquifère-là. À Dax, par exemple, on a une eau qui sort naturellement à peu près à l'estimation du débit global de la source, c'est 150 à 200 mètres cubes heure, ça dépend du débit, qui sort à 63 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ennoiement de cette couche-là, ici, elle vient de 1700 mètres de profondeur. Donc, on a la chance d'avoir une source. Si on continue à descendre, on en a un autre qui est connu. Et là, vous allez voir l'intérêt, c'est qu'on n'est pas encore sûr de nous. Là où c'est bleu foncé, c'est connu, c'est avéré. Les forages qui ont été faits et réalisés ont trouvé cet aquifère-là. Mais au-delà de la limite marquée par l'estuaire et la Garonne, ici, là, sur cette zone bleue ici, on ne sait pas. On suppose qu'il y est, mais on n'a pas la preuve. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est au-delà de 1500 mètres de profondeur et que là, aucun forage ici, dans cette zone, n'a été prouvé l'existence. Donc, on suppose qu'il y a de l'eau, mais pour l'instant, c'est encore une ressource à découvrir. Vous voyez que les travaux, on en a encore, parce que là, si l'eau existe, à 1500 mètres de profondeur, ça va être très intéressant, on n'est pas loin de 70 degrés,
et l'exploitation géothermique est directe. Donc ça, c'était la grande mise en place de notre bassin. Vous voyez qu'à l'époque, les terres émergées, il n'y en avait pas beaucoup. Ce qui émergeait ici, c'était ce qu'on appelle le seuil du Poitou, qui est là. C'était le passage de la communication avec le bassin parisien. C'est tout. Tout le reste était sous l'eau et avec des profondeurs assez importantes. Donc ça, c'est le cadre. Vous comprenez maintenant l'intérêt que l'on a à étudier les eaux souterraines et pourquoi ces ressources en eau souterraine sont-elles très importantes pour l'Aquitaine. On a un potentiel qui n'est égalé nulle part en France. Par contre, puisqu'on avait une ressource qu'on va dire facilement exploitable et disponible, regardez ce qui s'est passé. J'ai cerclé ici dans le bilan, le tableau de bilan que je vous ai présenté tout à l'heure, 2 chiffres. C'est les points de prélèvement. Vous voyez, ce sont 2526 points pour la nappe captive, au total, 965 points pour l'eau potable, la nappe phréatique 370, et puis, ici, pour l'irrigation, on est au-delà de 20 000, presque 21 000 forages déclarés. Donc vous imaginez que, normalement, en France, si on déclare un forage, quelle que soit l'utilisation, on doit compter les débits prélevés. Donc vous voyez que là, on a une augmentation exponentielle du nombre de forages. Pourquoi? C'est facile, vous avez besoin d'eau à un endroit, vous n'avez pas besoin, si vous avez de la ressource sous vos pieds, vous n'avez pas besoin de tirer un tuyau ou faire un canal pour amener l'eau chez vous. Vous faites un forage, plus ou moins profond, mais vous allez accéder à une ressource. Du coup, une disponibilité facile. Et si la disponibilité est facile, ça a un écueil. Alors voilà, ici vous avez la carte de densité des forages à l'échelle du bassin. Regardez, en fait, c'est facile. Là où il y a effectivement des zones agricoles et où il y a des ressources en eau, c'est du bleu. Foncé pour l'environ de Bordeaux. Ici, c'est Bordeaux. Vous avez ici les systèmes alluviaux avec les nappes d'accompagnement des grands cours d'eau. Donc, c'est facile. On retrouve là une eau disponible à quelques mètres de profondeur, effectivement des puits. Par contre, regardez, il y a quand même des spécificités. Ici, là, en Périgord, on a moins de forages parce que plus difficile d'accès pour la ressource en eau. Les Pyrénées-Atlantiques, notamment le Pays Basque, ici, vous savez sûrement que c'est une région relativement arrosée. Il pleut à peu près 1500 mm d'eau en année humide au Pays Basque. Sauf qu'ils ont de l'eau en surface, c'est vrai, mais ils n'ont pas de ressources en eau souterraine. La géologie n'est pas favorable, il n'y a pas de réservoir, donc la gestion est différente. Et puis ici, là c'est en dehors de l'Aquitaine, mais c'est le Gers. La première nappe, la nappe phréatique, elle est à 600 mètres de profondeur. Donc là, le nombre de forages, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est assez impactant. On va faire un zoom sur cette partie-là, parce que... Enfin non, d'abord, excusez-moi, j'avais prévu de vous montrer les paysages. Ça, c'est la ville de Bordeaux. Ici, on est en Aquitaine, certes, mais on est dans le Périgord. Vous voyez qu'on a des grands systèmes carbonatés avec des falaises. Les cours d'eau sont très encaissés. Ici, c'est la Dordogne. Autrement dit, on a du karst. Donc l'eau, elle se trouve, certes, parfois à gros débit, mais pas partout. Donc plus difficile d'accès. Ici, c'est le paysage verdoyant du Pays Basque. Alors vous voyez que c'est vert, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a des précipitations importantes. Ça n'est pas dû on va dire, à l'irrigation ou autre. C'est vraiment de l'eau de surface cette fois-ci. Et ici, c'est un paysage typique des Landes. Vous avez une exploitation, un pivot d'irrigation, et puis la forêt landaise en arrière-plan. Si on fait un focus sur la région de Bordeaux, les petits carrés bleus, ce sont tous les forages référencés. Donc vous voyez qu'on doit gérer ça. Et heureusement, ce n'est pas moi qui dois gérer, c'est une des personnes qui est dans la salle qui a en charge ça. Ils doivent composer avec ça. Voilà l'ensemble de la distribution des puits, j'insiste, connus. Parce que pour les puits particuliers, la démarche n'est pas obligatoire, elle est volontaire. Et on peut supposer qu'elle est obligatoire à le faire, mais on laisse un léger flou depuis 2010. Toujours est-il que, voilà, ici vous avez l'image, quand on interroge les bases de données, tout ça est référencé en base de données, et quand on interroge les bases de données, quand on en fait une sortie cartographique, voilà, il faut gérer ça en termes de prélèvement. D'où vous allez comprendre une nécessité de gérer, on ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi, on ne peut pas laisser faire des prélèvements dans tous ces points-là, sinon le trésor sur lequel on est, terminé. Ça, c'est le contexte. Je vous ai montré la situation. Vous aurez la présentation du directeur de la personne qui doit gérer ça, c'est-à-dire que pour mettre fin à ça, on a décidé de créer un schéma d'aménagement.
Ce schéma d'aménagement, c'est, on va dire, le mini-parlement de l'eau à l'échelle de la Gironde. Tout ça pour éviter une explosion. Ça, c'est les mètres cubes, les hectomètres cubes par an prélevés. Donc ça, c'est le SAGE de Gironde, la commission locale de l'eau. Vous avez dans l'assistance et demain le directeur qui va vous parler de ça, le directeur de ces institutions, qui va parler de ça, avec un principe fondateur qui était de dire, on a de l'eau, on a des puits, mais on impose une réduction de 30 millions de mètres cubes par an, les prélèvements. Tout ça pour se dire, bon, on a du stock, on a un joli gâteau, on ne va pas le manger tout de suite. On va le manger, mais de manière durable. Et ça, c'est, on va dire, l'intérêt de la chose. Ça, ce sont les résultats. Je pense que ce n'est pas la peine de lire, regardez ce qui s'est passé. Hein. Dès le stage, il a été instauré, on a vu une chute des prélèvements. Autrement dit, ça a marché. Ça a marché parce qu'il y a des gens, il y a des techniciens, il y a on va dire de l'apport de connaissances, il y a de la collaboration, il y a de la gestion partagée pour éviter d'exploiter, de surexploiter cet ouvrage. Ça, c'était la Cube. C'était pour illustrer que Bordeaux, c'est une grande ville et c'est une problématique des grandes villes. Elle a besoin d'eau en son centre, sauf que la Cube, elle va chercher de l'eau en dehors de son territoire. Ben forcément, parce que sous elle-même, elle a épuisé plus ou moins ses ressources, ou elle a mis en danger ses ressources. Donc maintenant, son réseau d'adduction s'étend. Et là, on est à la limite de la gestion et du conflit. Parce que les territoires qui voient arriver les villes et pour installer, aller prélever leur système, leur eau, et la ramener par tuyau sur la métropole, ce n'est pas toujours bien vu. Donc là, on en est on va dire, dans le domaine de la gestion concertée. Il faut faire accepter aux gens tout ça. Donc vous voyez, on a, et j'en terminerai là, on a un gros gâteau, on a des milliards de mètres cubes sous nos pieds, mais on ne peut pas les laisser utiliser comme chacun le voudrait. Il faut des règlements. Le règlement, il est décidé au niveau du SAGE. Il s'applique, il est très draconien. Vous ne pouvez pas avoir une nouvelle ressource si vous n'avez pas montré que vos réseaux sont efficients, si vous utilisez bien votre eau. Donc ça, j'ai essayé de vous dresser le portrait, on va dire, de l'Aquitaine et notamment des eaux souterraines. Je vous remercie.